Yalana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons au concept de low-tech, une autre façon d'innover peut-être plus accessible et plus économique que ce que l'on connaît sous l'appellation high-tech. Pour en parler, je reçois Jonathan Biarrez, fondateur de Ninamu Solutions, récent lauréat du Tech for Island Awards en Polynésie. À suivre donc une conversation avec Jonathan. Jonathan, Yalana, Yorana. merci de prendre un peu de temps pour échanger avec nous. Alors, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît? Bien sûr, alors moi je m'appelle Jonathan Biarrez, j'ai 31 ans, je suis originaire de l'île de Montréal et j'ai un master en sciences de l'environnement. J'ai travaillé pas mal d'années sur le thème du développement durable en Polynésie. Alors j'étais à la commune de Montréal-Mayo notamment, où j'ai travaillé sur la gestion du lagon. J'ai ensuite travaillé à l'antenne polynésienne de l'Agence française pour la biodiversité, où j'ai travaillé sur des projets en Polynésie dans le Pacifique comme Rescue et Intègre. Et en 2019, j'ai monté Ninamu Solutions, donc une start-up qui propose des services environnementaux innovants pour les particuliers, les professionnels et les collectivités. Voilà. D'accord. Super, bah, c'est un beau parcours déjà. Ouais. Ouais. Ça fait que commencer, j'espère. J'espère. Bah, on te le souhaite. Alors donc, bah, tu es jeune entrepreneur maintenant depuis quelques temps et tu as fait le pari d'une innovation qui fait appel à des éléments simples, inspirés notamment de la culture locale. Alors, est-ce que tu peux rapidement, du coup, expliquer, alors déjà, comment ça s'intègre potentiellement dans le concept de ce qu'on appelle low-tech et pourquoi tu as fait ce choix stratégique au niveau de ton entreprise? Bien sûr, alors c'est vrai que moi je commencerai plutôt par le choix. En fait, le choix, il était basé beaucoup sur le constat qu'on fait tous, hein, que l'économie polynésienne, elle est quand même assez fragile. Elle est basée sur quelques secteurs prioritaires et que la pandémie mondiale a quand même montré sa fragilité. Donc moi, je suis persuadé qu'il est urgent de penser à de nouvelles façons de développer l'économie. Et une des façons qui ressort beaucoup ces derniers temps, c'est essayer de valoriser ce que l'on a déjà en Polynésie. Donc j'ai bien aimé l'étude que l'économie bleue qu'on a fait sur l'économie bleue avec la Mhm, CCSM et l'OANA, qui parlait de faire avec ce qu'on a, valoriser ce qui est inexploité, etc. Et je suis ouais, très convaincu bien. que le secteur privé a un rôle important à jouer là-dessus. Donc, en fait, en étant une start-up, on a beaucoup plus de marge de manœuvre en plus qu'une entreprise normale. Et donc, on s'est posé un peu, enfin, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'en Polynésie on pouvait faire pour valoriser certaines choses localement? Et ben, ça tombe bien, en fait, parce qu'il y a pas mal de quantités de déchets organiques qui sont Mhm, inexploités. Tu as quand même des produits vivriers locaux de qualité. Tu as des savoir-faire traditionnels et tu as un sens communautaire assez présent. Donc, c'est des super ingrédients pour faire une innovation assez intéressante. Et en plus de ça, une innovation qui correspond à la définition éventuelle du concept de low-tech. mhm, Et alors, je t'avoue que l'innovation que j'ai faite, je me suis pas dit je vais faire de la low-tech, parce que je savais pas vraiment ce que c'était au départ. mhm. Et après, j'ai regardé parce que j'en discutais avec un ami. La low-tech, pour moi, c'était, comme beaucoup de gens, on pense à un pays en voie de développement, un objet qui est fait là-bas avec la récup qui coûte pas cher. C'est une machine à laver à pédale, par exemple. Et bon, quand j'ai fait un peu mes recherches, j'ai vu que c'était ça, mais pas que. Il y avait quand même pas mal de choses qui tournaient autour. Et moi, j'aime bien la définition que le low-tech lab il fait. Mhm. Donc, c'est bon. Le low-tech, c'est quand même une thématique assez large. Il n'y a pas vraiment de définition officielle, mais j'aime bien ce ils ont sorti. Ils ont sorti que donc, la low-tech, c'est des objets, mais aussi des techniques et des services qui intègrent la technologie selon trois grands principes. Ça doit être utile, donc ça doit répondre à des besoins essentiels. Hein. Ça doit être accessible, donc ça peut être avec un fonctionnement simple, peut être fabriqué, réparé localement. Et surtout, ça doit être durable. Mhm. Et donc, j'ai essayé de faire coller la définition de ça à mon innovation. Et ça allait tout à fait. Et ça a marché. Donc Ça a marché. c'était plus, disons, une observation fine de ce qui se passe localement qui t'a poussé à définir ces solutions plutôt que de rentrer dans un mouvement C'est ça. d'innovation particulier, quoi. Oui, après, c'est vrai qu'à travers mes quelques années d'expérience, bon, comme n'importe qui travaille dans ce domaine, on a commencé à remarquer tout ça. On a vu qu'il y avait des choses à faire Hmm. là-dessus. Donc oui, mais c'est exactement ça. C'est plutôt dans ce sens-là que dans l'autre.
Ouais, OK. Alors tu parlais du fait que le low-tech, repose sur le principe que ce soit simple et que ça réponde à un besoin et c'est un petit peu l'objet de tes solutions et notamment, celles qui viennent d'être récemment primées, au concours, Tech for Ireland Awards. Félicitations pour cette belle réussite. Et donc c'est des kits pardon, de compost, pour les familles. Alors, on voit tous l'intérêt du compost dans son jardin, etc. Mais est-ce que d'après toi, ce genre d'action peut contribuer efficacement à préserver l'environnement? Oui, oui, ben alors, c'est vrai que c'est intéressant cette solution qui a été présentée à Tech for Island. En fait, elle propose une démarche intégrée. Donc Mhm. l'idée, c'était, oui, bien sûr, d'essayer de contribuer à la préservation de l'environnement à travers la gestion des déchets organiques, mais c'était aussi de montrer que la gestion des déchets, la santé des gens et la culture d'aliments, la sécurité alimentaire ne pouvaient pas être dissociées. Ça allait ensemble. Et de nos jours, hélas, encore beaucoup de projets en Polynésie sont très basés sur des choses qui sont sectorielles. Et l'idée un Mhm. peu de cette solution, c'était de regrouper ça de manière globale. Alors, euh, l'idée, c'était voilà, de commencer d'abord par la gestion des biodéchets, parce que voilà, en Polynésie, petite parenthèse, 30% des déchets qui sont présents dans les poubelles sont des déchets compostables. Et donc, les communes polynésiennes s'en arrachent les cheveux parce que ça leur coûte très cher chaque année. Et en plus de ça, au centre d'enfouissement technique de Peihoro, ça cause beaucoup de problèmes également là-bas. Mhm. Ça prend de la place, ça cause pas mal de problèmes, jus de poubelle, biogaz, etc. Donc l'idée, c'était en effet de proposer d'abord une solution qui puisse répondre à cette problématique. Puis après, on s'est dit qu'en traitant ça, on pouvait traiter pas mal de choses autour. Et on a réfléchi, on s'est dit, bon, mais en fait, ça pouvait également proposer un petit modèle polynésien d'économie circulaire. Donc en fait, l'idée est tout simple, c'est que tu tries des déchets, tu les valorises en compost. Le compost produit, tu l'utilises pour cultiver des aliments dans ton potager et des aliments gratuitement. Alors le terme gratuit est intéressant parce nous, on propose de cultiver des produits vivriers locaux. Donc, hein, c'est taro, taroua, manioc, papaye, banane, etc. Et l'avantage, ils ont trois avantages en fait. Ils sont économiques, on n'a pas besoin d'acheter de graines. Tu prends une bouture, tu la coupes, tu la replantes. Donc, c'est Mhm. accessible à tout le monde. C'est facilement, on peut facilement s'en occuper. Donc, tu le plantes une fois, tu n'as plus besoin de t'en occuper, tu n'as pas besoin de Ouais. pesticides ou quoi. Et la troisième chose, ben, ça donne des aliments qui sont bons pour la santé. Et donc, avec ça, donc, tu continues un peu le cercle. Donc, ça fait, tu manges des aliments qui sont bons pour ta santé. Tu es en bonne santé, alors définition de la bonne santé de l'OMS, hein, c'est-à-dire que tu es bien dans ton corps, mais aussi dans ta tête et avec les autres. Mhm. Tu tries encore mieux tes déchets, et etc. C'est un petit cercle vertueux. Donc l'idée de cette D'accord. solution, c'était d'avoir une approche intégrée, proposer éventuellement un petit modèle d'économie circulaire polynésien, et tout ça dans un système de low-tech, donc Mhm. voilà, avec des choses très simples. Voilà. Et par contre, on a voulu mettre quand même une petite touche de high-tech. Euh, on en discutera peut-être plus tard, mais l'idée c'était de voir où se placer la high-tech de la low-tech. Mhm. Et donc voilà, l'idée c'était de proposer un outil numérique qui viendrait en complément de tout ça pour former et accompagner les utilisateurs. Parce que pareil, avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'en Polynésie, beaucoup de projets ne durent pas très longtemps parce qu'ils ne sont pas faits par les gens et, euh, Ils sont et pas voilà, ils ne sont appropriés, quoi. ouais, ils sont pas appropriés, en fait, ils durent pas très longtemps. Donc l'idée, c'était de former, d'accompagner les gens à la bonne utilisation de la solution à travers Mhm. cet outil numérique, parce que l'outil numérique, ça permet de dématérialiser tout ça et de pouvoir éventuellement s'étendre aux îles éloignées, etc. Mhm. Et outil numérique, pourquoi ce terme? C'est parce que ça va dépendre de l'endroit où la solution va être implantée. Si on est dans le centre urbain de Tahiti, ça sera éventuellement une application mobile. Mais si on va au niveau des îles éloignées comme les Tuamotu, est-ce qu'une application mobile est vraiment adaptée? Est-ce que c'est pas plutôt un SMS? Voilà. Mhm. Donc voilà, approche intégrée, modèle d'économie circulaire polynésien, de la low-tech et une petite pointe de high-tech. D'accord. Et alors, si je comprends bien un petit peu ta stratégie, c'est aussi avec peut-être un but ultime qui serait d'aider les gens à devenir peut-être de meilleurs consommateurs ou de meilleurs citoyens dans leur consommation pour potentiellement après influencer
l'économie dans sa globalité, parce que les grandes entreprises de distribution notamment, etc., vont devoir s'adapter à ces nouveaux comportements plus responsables des consommateurs. Est-ce qu'il y a cette idée aussi dans ta stratégie à long terme? Oui, bon, après, c'est vrai, c'est une stratégie un peu, enfin, j'espère pas utopique, mais c'est vrai qu'on aimerait bien y arriver un jour. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, beaucoup de gens de nos jours savent déjà faire tout ça, mais Mhm. l'idée, c'est de leur donner quelque chose clé en main, pour qu'ils n'aient pas forcément le besoin d'y réfléchir et que ça puisse se faire naturellement. Le service, voilà, c'est l'idée du service. Donc, faciliter la promotion de ces démarches-là à travers quelque chose de clé en main. Mhm. Ouais, c'est ça. Et peut-être, voilà, pour le long terme, essayer d'intégrer ça dans la démarche quotidienne des gens. Et qui Mhm. sait, dans quelques années, pourquoi pas. On verra. Ouais, donc aussi limiter l'effort et la friction pour lancer les actions, quoi. Oui, c'est ça. Ben, moi, le premier. Moi, le premier. Pendant Mhm. le confinement, c'était intéressant. Tout le monde s'est mis à faire un potager. Mais quand le confinement s'est terminé, on a tous repris nos activités. Et le potager. Donc, c'est un peu l'idée derrière, c'est de faciliter la Ouais, vie des gens. Voilà. d'accord. Alors revenons effectivement sur la partie plus digitale, plus high-tech de ton projet. Quand on lit, quand on refait un peu de recherche sur la low-tech, on a des fois l'impression que c'est low-tech contre high-tech et c'est un peu la guerre des philosophies, la guerre des visions ou la Silicon Valley contre le reste du monde. Est-ce que pour toi, c'est deux concepts qui vraiment s'opposent ou est-ce qu'au contraire, on peut tirer le meilleur de chacun pour arriver à une innovation qui est encore plus efficace? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, je clarifie tout de suite, je ne suis pas du tout expert en low-tech, mais avec ma petite expérience, euh, en regardant un peu la définition du concept de low-tech, c'est vraiment essayer, c'est pas de revenir à l'âge de pierre, en nous enlevant un peu le confort de tout ce qui est high-tech avec le téléphone, mais même aussi au niveau de la santé, le numérique, Hmm. etc. Mais je pense que c'est essayer de proposer une alternative à notre mode de vie actuel. Euh, et je pense que au niveau mondial, c'est plus un mouvement qui se met en place. Alors, il y a un organisme en France qui s'appelle, comme je disais tout à l'heure, le Low Tech Lab. J'ai découvert ça il n'y a pas Mhm. longtemps, qui essaie de recenser un peu les initiatives en France et dans le monde. Après, c'est vrai que localement, le low tech, ça pourrait être intéressant pour les îles éloignées, Mhm. avec cette idée de si la technologie un peu high-tech ne peut pas les atteindre, pourquoi pas essayer de faire un peu du low-tech. L'idée, en fait, l'idée du low-tech, c'est vraiment, je pense, de reprendre les savoir-faire d'avant et essayer de les optimiser avec nos connaissances de maintenant. Moi, je vois un peu comme ça, simplement, si je devais l'expliquer à quelqu'un. Donc plus une innovation qui s'adapte au contexte et qui tient compte voilà, de l'environnement dans lequel on est. Ce que certains appellent la wild tech, qui est un peu une tech opportuniste qui fait en fonction de ce qu'on a sur place, quoi. Oui, après, c'est vrai, je t'avoue, j'ai vu green tech, low tech, high tech, wild tech. Même nous, dans notre domaine, il y a économie circulaire, économie bleue. Enfin, c'est vrai qu'il y a Mhm. beaucoup de termes et des fois, même pour nous qui sommes un peu dans le milieu, c'est un peu, On s'y ça, perd, ouais. on s'y perd un peu. Moi, je pense qu'il faut aller très simplement. Voilà, la low-tech, c'est ce qu'on faisait avant et avec notre connaissance de maintenant, il faut essayer d'optimiser les choses d'avant et Mhm. essayer de proposer quelque chose d'alternatif à ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on voit que il y a un peu urgence quand même à changer certaines façons de vivre. Ouais. Ouais, effectivement, et peut-être aussi faire ce qu'on pense bien pour soi et pour les autres et déjà avancer comme ça, c'est déjà pas C'est mal. ça, c'est ça. Alors du coup, ma dernière question, et tu en parles un petit peu en disant que localement, vu notre contexte, notamment géographique, certaines solutions low-tech peuvent être intéressantes pour nous. Du coup, toi, du fait de ton expérience en tant qu'entrepreneur, si tu avais un message à faire passer à nos auditeurs relatif à la low-tech et notamment sur comment aider chacun à intégrer un peu plus de low-tech dans notre quotidien, tu leur dirais quoi? Euh, alors, je voulais peut-être revenir sur une question. J'ai peut-être, je l'avais noté, j'ai oublié de te la en discuter. C'est vrai que ça peut être intéressant. C'était le côté essayer en Polynésie, notamment pour ce qui est du concept de low-tech, de remettre un peu au goût du jour les savoirs traditionnels. Donc, Mhm. en essayant de les optimiser. Donc, l'exemple phare, c'est l'industrie du Va'a en Polynésie, Mhm. qui a bien su s'exporter et essayer de mettre à jour un peu ses connaissances ancestrales, donc tout ce qui est course, construction de pirogues, etc. Il y a aussi la navigation, il y a la pêche, hein, avec les zones
les zones protégées, le Rahui, les Tarena. Alors ça, c'est intéressant aussi, ça fait partie un peu de la low-tech, je pense. C'est, oui, prendre le Rahui qui était utilisé avant pour gérer les ressources lagonaires, mais prendre en compte les spécificités de nos jours modernes, c'est-à-dire qu'un lagon, maintenant, c'est plus que de la pêche. Il y a hélas aussi, ou tant mieux, la plaisance, les prestataires touristiques, les voiliers, etc. Donc l'idée, voilà, c'est un peu aussi ça. L'agriculture, la permaculture, tout ça, c'est des choses de low-tech. Et moi, c'est vrai que j'avais réfléchi à ça localement, me dire est-ce qu'on ne pouvait pas pousser ma solution au maximum du low-tech, c'est-à-dire essayer par exemple de proposer un composteur collectif en bois euh, en utilisant un peu les d'autres pratiques qu'on faisait avant, c'est-à-dire pour le traiter, le faire tremper dans l'eau de mer, au lieu d'utiliser des produits pour enlever les bébêtes. Voilà, c'est ça. Pour la quincaillerie, on retirait toute la quincaillerie et mettre des chevilles de bois ou tout simplement des pinets en haïto, ou par exemple les charnières en corde de pull-out. Donc ça, c'est un peu la low-tech poussée à l'extrême, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont tout à fait faisables, et moi je pense qu'un jour je sortirai un produit comme ça, juste pour tester, et voir ce que ça fait. Alors, pour revenir à ta question, est-ce que la low-tech peut aider Comment aider chacun à intégrer un peu la low-tech dans le quotidien? Euh, alors moi, je vais mettre ma casquette environnementale et je vais dire quand même qu'il y a un peu une urgence de plus en plus à essayer de changer nos modes de vie et changer nos comportements. L'exemple intéressant, moi je l'ai beaucoup vu pendant le premier confinement. Le premier confinement en Polynésie, même dans le monde, tout le monde s'est commencé à se poser des questions qu'il fallait changer, il fallait changer. On a réouvert, euh, on a réouvert tout avant l'arrivée du variant Delta et tout est redevenu comme avant. On n'a jamais autant consommé, on n'a jamais. Ouais. Et donc là, on est rentré dans notre deuxième confinement avec le variant Delta qui arrive en Polynésie dans le monde. Donc je suis curieux de voir comment la société va sortir de cette crise. Et moi, je dirais aux gens que voilà, sans avoir trop d'urgence, il faudrait vraiment penser à changer nos modes de comportement. Et je pense que la low-tech, on le fait déjà tous les jours dans plein d'activités. Donc il faut y aller étape par étape. Ça va de prendre un smartphone un peu plus responsable à aller à l'épicerie en vrac, aller faire de la permaculture chez soi. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec ma casquette environnementale, ça ouais, faut changer, je pense, très rapidement nos façons de. Ouais. Faut plus attendre, quoi. Faut plus attendre. Ouais. Effectivement. Bah, écoute, on invite chacun du coup à se lancer sur des solutions simples, utiles et durables et suivre un peu le modèle que tu lances avec Ninamou Solutions. Jonathan, merci beaucoup de ton temps et de tes éclairages. Merci à toi, toujours un plaisir. La low-tech a cet avantage majeur qui est que finalement, chacun d'entre nous peut s'y mettre et trouver des solutions simples, utiles et durables. Au fil de mes recherches d'ailleurs, j'ai pu voir que simplement aller au travail à vélo pouvait être considéré comme low-tech. Mais là encore, comme le souligne Jonathan et comme nous en parlons dans la newsletter Tehoe du jour, l'essentiel n'est pas de rentrer dans telle ou telle catégorie, mais tout simplement de s'engager pour faire des choses qui serviront à tous et qui aideront nos sociétés à évoluer rapidement face à l'urgence des challenges globaux de notre temps. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le sujet de la low-tech, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème cette semaine. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.